Bonjour ou rebonjour les petits physiciens, donc pour cette énième vidéo du chapitre 5 de correction d'exercice, ce sera les numéros 27 et 29. Donc pour l'exercice 27, le ollie. Donc au skateboard, un ollie est un saut effectué avec la planche. Pour réaliser cette figure, il faut donner un coup avec le pied à l'arrière, de manière à faire claquer l'arrière de la planche. Le décollage est alors possible. Le ollie est souvent suivi d'un grind, où le skateboard avance alors sur un rail et s'y laisse glisser. Il y a peut-être des spécialistes parmi vous, moi pas vraiment. On va dans une première partie faire l'étude énergétique du ollie. Donc le skater quitte le sol au niveau du point A sur le schéma, et sa vitesse a pour valeur 4,2 mètres par seconde, et il atteint le point B avec la vitesse VB. On néglige les frottements de l'air, et donc l'action et les frottements du skate sur le sol, sur le rail, etc., sur le parcours AB. Donc on vous demande de donner l'expression de l'énergie mécanique du skater en A, puis en B. Donc en A, l'énergie mécanique, c'est la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles en ce point-là. L'énergie cinétique étant égale à 1/2 de mva carré, et l'énergie potentielle à mg za, altitude au point A. Donc en sachant qu'au point A, cette altitude est nulle, c'est le point de départ, on a l'expression qui se simplifie, l'énergie mécanique au point A est égale à 1/2 de mva carré. Pour le point B, on a également la somme des énergies cinétiques et énergies potentielles. Donc en B, on a 1/2 de mvb carré plus mgzb carré. Sur le rail, en B, l'altitude ZB est notée H. Donc on va remplacer dans l'expression par la notation du problème petit h. Cette énergie, question 2, varie-t-elle entre A et B? Elle ne varie pas, puisque on a dit dans le sujet que l'on négligeait les forces de frottement pendant le saut. D'accord? Donc l'énergie mécanique se conserve car le système n'est soumis qu'à des forces conservatives uniquement à son poids. Donc maintenant, la question 1, on nous demande d'exprimer la valeur de la vitesse VB au point B en fonction des grandeurs G, constante de gravité, H, la hauteur au point B, et VA, la vitesse au point A. Donc on va utiliser les réponses aux questions précédentes, c'est-à-dire le fait que l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que l'énergie mécanique entre le point A et le point B sont égales. On va donc utiliser les expressions données à la première question. 1/2 de mva carré égale 1/2 de mvb carré plus mgh. On va ici simplifier notre expression par m, puisqu'elle apparaît dans chacun des termes. On a donc 1/2 de mva carré égale 1/2 de mvb carré plus gh. On va isoler ici le terme comportant la vitesse au point B. Donc 1/2 de vb carré égale 1/2 de va carré moins gh. J'ai passé gh de l'autre côté du signe égal. On va tout multiplier par 2 pour supprimer le 1/2 à côté du vb carré. Et ensuite, on prend la racine carrée. On a donc que vb égale racine carrée de va carré moins de gh. Question 3 petit b, avec les données hauteur du rail de 50 cm, la masse du système de 80 kg et la constante de gravité qui vous est donnée dans cet exercice, sinon vous la retrouvez, même vous êtes censé la connaître, on trouve une valeur de 2,8 mètres par seconde, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, l'étude énergétique du grind. Donc sur le rail, le système ici par contre est soumis à une force de frottement de valeur constante. Cette force de frottement a une valeur de 30 newtons. On vous demande de déterminer la distance BC parcourue par les skaters jusqu'à son arrêt complet sur la barre. En effet, vu qu'il y a des frottements, il va petit à petit ralentir jusqu'à s'arrêter. Donc on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique, donc la variation, puisqu'on parle de vitesse ici, jusqu'à son arrêt, il a une vitesse au départ, il s'arrête, on parle de vitesse, donc d'énergie cinétique, on utilise le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique, delta 2EC, est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système. Donc on va faire un bilan des forces et des travaux.
Donc on a le poids, P, qui ne travaille pas puisqu'il est perpendiculaire au déplacement. Donc un angle de 90 degrés, cosinus alpha égale 0. Le poids ne travaille pas. On a la réaction du rail qui ne travaille pas non plus, pour les mêmes raisons. Et enfin, les forces de frottement du rail qui, elles, travaillent, qui sont opposées au déplacement, donc un angle de 180 degrés entre la force F et le déplacement BC. Donc on a le travail de la force de frottement sur le trajet BC qui est égal à moins F fois BC, le moins venant du cosinus 180 qui vaut moins 1. On a donc la variation d'énergie cinétique entre le point C et le point B, EC moins EB, point d'arrivée moins point de départ, qui est égal aux travaux de la force de frottement uniquement, puisqu'il n'y a que les frottements qui travaillent. On exprime notre énergie cinétique, nos énergies cinétiques aux différents points. On réécrit la formule du travail de la force de frottement. On va pouvoir simplifier notre expression puisque la vitesse au point C est nulle. C'est ce qui est dit dans le sujet, puisque le point C étant défini comme le point d'arrêt du skate. On va donc pouvoir exprimer, en modifiant cette formule, que le trajet BC, la longueur BC, est égale à mvb carré sur 2f. Avec les données du sujet, donc 80 kg pour notre skater, VB qui est égal à 2,8 calculé à la question 3 et donné, si vous n'aviez pas réussi à la calculer, et la force de frottement de 30 N, on trouve une valeur de 11 mètres avec 2 chiffres significatifs. Pas mauvais le gars. Donc maintenant pour l'exercice 29, remonte-pente. Donc un skieur est tracté à vitesse constante sur une piste rectiligne et inclinée. L'action de la piste est modélisée par une force R perpendiculaire à la piste. Les frottements de la neige de la piste sont eux modélisés par une force unique petit f qui est parallèle au déplacement. Et on a la traction de la perche qui est modélisée par la force T. On vous donne différentes informations, la masse, la vitesse lors de la remontée, la longueur de la remontée, les angles alpha, qui est l'angle entre l'horizontale et la pente, la piste, donc l'inclinaison de la piste, et bêta, qui est l'angle entre la piste et la perche. Représentez tout ça sur le schéma. Et on vous donne également la valeur de la traction de la perche qui vaut 430 N. On vous demande d'effectuer le bilan des forces qui s'exercent sur le skieur, puis de représenter tout ça sur un schéma. Alors, on prend les bonnes habitudes, hein, on les a déjà, on les conserve, on précise toujours avant de faire notre schéma, de faire le bilan des forces, le système, c'est notre skieur qui fait 85,5 kg. Notre référentiel, on est dans un référentiel qui est galiléen, tout va bien, tout comme il faut. Et le bilan des forces nous donne que l'on a ici 4 forces à considérer. Son poids, bien sûr, toujours là, on n'oublie pas. La réaction du support, c'est-à-dire l'action de la piste, les frottements de la piste, qui ne sont pas négligeables ici, et la traction de la perche. On les modélise sur notre schéma, donc le poids vertical vers le bas, la réaction du support toujours perpendiculaire au support, donc perpendiculaire à la piste, et ici la piste est inclinée, donc la réaction du support sera légèrement inclinée. Les forces de frottement sont parallèles au déplacement, donc parallèles à la piste, et la traction de la perche le long de la perche. Aucune notion d'échelle ici sur ce schéma. On nous demande ensuite, dans la question 2, de décrire le mouvement du skieur. Dans le sujet, on nous dit que la vitesse est constante sur une piste rectiligne. Ceci signifie, dans le langage du physicien, que le mouvement est rectiligne uniforme. MRU en abrégé. Et on vous demande d'en déduire la résultante des forces. Ici, on va utiliser donc le principe d'inertie, ou première loi de Newton, qui nous dit que quand un système est en mouvement rectiligne uniforme, alors la résultante des forces est nulle. Ou on peut utiliser la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, que l'on a vu cette année, le principe d'inertie que l'on a vu l'année dernière, qui est en fait un cas particulier du principe fondamental de la dynamique, de la deuxième loi de Newton,
qui nous dit que delta V sur delta T étant égal à 0, ici, pour un mouvement rectiligne uniforme, ceci signifie que la somme des forces est égale à 0. Donc on a bien une résultante qui est nulle. Les deux choses disent la même chose. Deux réponses possibles. Question suivante. En déduire la valeur de la somme des travaux des forces. Donc en déduire de quoi? Du fait que la vitesse est constante. Lorsqu'on parle de travaux des forces, pensez théorème de l'énergie cinétique. Donc on regarde en effet énergie cinétique, vitesse constante. Vitesse constante, ça veut dire que l'énergie cinétique est constante, donc elle ne varie pas, que la variation de l'énergie cinétique est nulle. On utilise le théorème de l'énergie cinétique, le TEC, qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces. Cette variation étant nulle, ceci implique que la somme des travaux des forces est nulle aussi. Question 4. Comment qualifier le travail moteur résistant nul de chacune des forces? Alors, reprenons nos différentes forces. Le poids, P, a un travail, en effet, qui est négatif. Puisque si on regarde par rapport au schéma, par rapport au déplacement, l'angle entre le déplacement et le vecteur P est supérieur à 90 degrés. On a donc un cosinus qui est négatif, on a un travail qui est résistant. Pour la réaction de la piste, le vecteur R est perpendiculaire au déplacement, à la piste, donc on a un travail qui est nul, angle égale 90 degrés. Pour les forces de frottement, on a un angle de 180 degrés entre le déplacement et le vecteur force. Cosinus de 180 égale moins 1, on a donc un travail négatif, un travail résistant. Et pour la traction de la perche, l'angle entre la perche et le déplacement, c'est l'angle β, c'est un angle qui est inférieur à 90 degrés, on a donc un cosinus qui est de l'angle entre le déplacement et le vecteur force qui est inférieur à 90 degrés, on a un cosinus positif, donc un travail positif, un travail qui est moteur. Question 5. Déterminer la différence d'altitude entre les deux extrémités de la piste. Alors, on va faire un peu de trigo. On va faire un peu de trigo dans le triangle suivant, défini par le trajet, la montée qui a une longueur L, la différence d'altitude entre le bas de la piste et le haut de la piste, ZA, ZB moins ZA, qui est en fin de compte la hauteur H, et l'angle alpha. Et ici, le sinus de l'angle alpha est défini comme le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sinus alpha égale H sur L. On en déduit donc que H est égal à L sinus alpha. Si vous faites votre calcul avec une valeur de L de 300 mètres et le alpha de 22 degrés, en mettant bien votre calculatrice en mode degré attention, on trouve une hauteur de 112 mètres. Établir l'expression du travail de chacune des forces, et le calculer si possible. Alors, j'ai remis le schéma des différentes forces, donc reprenons pour le poids. Donc le travail du poids est à connaître, c'est mg altitude du point de départ moins altitude du point d'arrivée, mgza moins zb. Étant donné qu'on a défini h comme étant la hauteur entre le point B qui est le point le plus haut et le point A, c'est-à-dire h égale zb moins za, on a le travail du poids qui est égal à moins mgh. Pour le travail de la réaction du support, on a dit qu'il était nul. Pour le travail des forces de frottement de la piste, donc le travail, je vous rappelle, on repart avec la définition de départ. C'est F, le vecteur force, scalaire le déplacement, donc F scalaire AB, qui s'exprime mathématiquement comme la norme de F fois, donc petit f ici, fois la norme de AB, le déplacement, qui a une longueur de L d'après les données du sujet, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Ici, étant donné que F est opposé au déplacement, on a un angle de 180 degrés. Donc, le travail des forces de frottement est égal à moins F fois L, puisque cosinus 180, c'est moins 1. Ayez toujours votre cercle trigonométrique en tête. Enfin, pour le travail de la force de traction de la perche, on revient à la définition, c'est T scalaire AB, avec norme du vecteur traction
c'était norme de AB, notée L ici dans le sujet, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux, et sur le schéma, on voit que c'est l'angle bêta. Ok, alors on peut faire les calculs, c'est vrai que je ne les ai pas faits, je suis passée directement à la question 7, où on nous demande de déduire la valeur des forces de frottement. On a vu que à la question 3, que la somme des travaux des forces était nulle. Donc du coup, on va avec les expressions trouvées à la question 10 des différents travaux. Alors là, moi MGH, j'ai remplacé le H par l'expression trouvée à la question 5, L sinus alpha. En additionnant donc l'ensemble des... faisant la somme de différentes expressions des travaux égale à 0, on obtient que moins MGL sinus alpha plus 0 moins F fois L plus TL cosinus bêta égale 0. On peut simplifier toutes ces expressions par L qui est un facteur commun. Et ensuite, on isole petit f et on obtient que f égale t cosinus bêta moins mg sinus alpha. Donc attention dans tout ça, dans vos signes. Et si on fait le calcul avec l'ensemble des données, donc t c'est 430 newtons, bêta c'est 30 degrés, m 85,5 kg, g 9,81, pas précisé dans les données ici, mais vous devez le connaître, sinon vous allez le chercher dans les autres exercices, et alpha 22 degrés, vous trouvez une valeur avec deux chiffres significatifs, puisque nos angles sont donnés avec deux chiffres significatifs, de 58 newtons. Voilà, on a fait le tour des exercices sur énergie mécanique, cinétique, potentiel, travail, théorème de l'énergie cinétique, principe fondamental de la dynamique, force conservative ou non conservative. Vous commencez à être des bons mécas.